Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur ce Zoom un peu particulier, tourné aujourd'hui à Budapest, en Hongrie. Nous retrouvons aujourd'hui Modeste Schwarz, que certains téléspectateurs de Téléliberté connaissent déjà, en tout cas que les lecteurs du Visegrad Post connaissent très bien. Modeste Schwarz est journaliste à ses heures perdues, mais il a été récemment en Biélorussie, pas en tant que journaliste, en tant que simple touriste, mais ce qu'il a vu là-bas, ce dont il a fait l'expérience, vaut la peine d'être raconté. Nous allons voir ça tout de suite avec lui. Modeste Schwarz, bonjour. Bonjour. Donc là, on se retrouve après une petite quarantaine, suite à votre retour de Biélorussie. De 10 jours, oui. Voilà, donc... Alors, vous n'étiez pas en Biélorussie en tant que journaliste ? Non, pour être parfaitement précis, j'avais envisagé, eu égard à la situation politique, etc., d'y faire un travail journalistique. Finalement, les tentatives de prise de contact avec l'administration biélorusse n'ont rien donné. En partie par ma faute, je pense, parce que les emails adressés l'étaient en anglais. Visiblement, ça ne fonctionne pas toujours, il vaut mieux écrire en russe. Et puis aussi probablement parce qu'ayant une actualité de politique interne assez chargée, ils n'ont pas forcément le temps de répondre à toutes les sollicitations, notamment quand elles ne viennent pas de journalistes très prestigieux ou de médias étrangers, disons mainstream. Le temps ou l'envie, donc. Voilà. Bon, et alors, pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté ? Qu'est-ce que vous avez vu de si particulier en Biélorussie ? Parce qu'on entend beaucoup parler, évidemment, des manifestations, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose qui est intéressant aujourd'hui. Voilà, alors moi, donc, comme je viens de le dire, je n'y suis pas allé en tant que journaliste. Je profitais de l'exemption de visa de 30 jours dont peut jouir n'importe quel citoyen de la zone Schengen à son arrivée en Biélorussie, donc sans démarche préalable. Simplement, on arrive à l'aéroport. Il faut contracter une assurance médicale pour le temps de son séjour. Moi, ça m'a coûté, je crois, 20 € pour 30 jours, même si finalement, j'y ai passé que 3 semaines. Ensuite, j'ai passé 3 semaines en Biélorussie, principalement dans la capitale Minsk, mais j'ai aussi un peu visité d'autres villes. Je savais que c'était un pays où, disons, l'hystérie covidienne régnait moins qu'ailleurs. Et c'était une des raisons de mon voyage à titre personnel, parce que tout ça, évidemment, n'est pas agréable. Mais arrivé sur place, j'ai quand même été assez choqué par ce que j'ai vu. Et j'en ai tout de suite tiré l'idée que, même si je n'ai pas exercé de travail journalistique, le simple témoignage d'un touriste en 2020 sur ce pays probablement mérite l'attention de l'opinion publique, notamment de l'opinion publique française. Ah, alors, l'attention, vous l'avez, alors dites-nous tout. Et donc voilà, c'est un pays européen, pas du tout fermé, hein, ils n'ont pas fermé leurs frontières une seule journée de toute l'année 2020, qui n'a pas pratiqué un seul jour de confinement pendant toute l'année 2020, où le port des masques faciaux n'a jamais été obligatoire et ne l'est toujours pas au moment où on parle. Il y a beaucoup de gens qui le portent ? Alors je dirais qu'en moyenne, oui, parce il faut le préciser aussi, hein, on accuse souvent les autorités biélorusses de covido-négationnisme ou que sais-je. Non, pas du tout. Il est évidemment permis de porter un masque facial, et les gens qui estiment que ça les protège, que ça les aide ou simplement que ça les tranquillise, ont le droit de le faire pratiquement dans toutes les circonstances de la vie. Hein. On en voit dans la rue, on en voit dans les théâtres, dans les trains, etc. Mais en dehors de certains employés, notamment de théâtre, etc., personne n'a l'obligation de le porter. Et je dirais qu'en moyenne, en faisant la moyenne de toutes les situations géographiques et sociales les plus différentes, il y a peut-être à peu près 3% de la population qui en porte. Et je pense que, moi j'ai assisté à ça pendant 3 semaines, dans le courant du mois de septembre, mais je pense que c'est la règle là-bas déjà depuis assez longtemps. Mais c'est-à-dire qu'en gros, les gens n'ont pas peur du virus, en fait ? Ben voilà, c'était ça la grande surprise, c'est ce qui m'a vraiment choqué au cours des premiers jours que j'ai passé là-bas, c'est qu'en fait la vie est normale. Alors l'économie un peu en berne, parce qu'évidemment c'est un pays de la planète Terre, donc il ne peut pas ne pas être touché par la gigantesque récession mondiale
qu'a créé cette, dit-on, pandémie. Mais cette précision faite, oui, la vie est normale, c'est-à-dire qu'on prend des trains qui sont souvent bondés, puisqu'ils ont un système très efficace de réservation en ligne par application sur téléphone portable, etc. Donc voilà, ils remplissent leurs trains, les bus, les métros souvent bondés aussi aux heures de pointe, les théâtres, j'étais à l'opéra, les restaurants. Les restaurants le samedi soir, par exemple, il vaut mieux réserver, ça a tendance à être plein. Bon, ce que vous dites, c'est que donc la vie continue normalement. Voilà. À part quelques personnes qui peuvent mettre le masque par initiative personnelle, voilà. Rien n'a changé dans la vie quotidienne en Biélorussie, en tout cas du point de vue sanitaire, on va dire, et comportemental. Est-ce que ça, c'est pas dû à la communication gouvernementale qui a choisi de dire bon, le virus, on n'en tient pas compte? Alors, c'est aussi, évidemment, sous l'effet de tout ce que j'avais moi-même aussi entendu sur ce pays, sur les réactions d'Alexandre Loukachenko à la crise du Covid, comme on dit. Oui, au cours des premiers jours, j'avais tendance aussi à penser que, bon, bah voilà, finalement, simplement, les gens font ce que leurs médias officiels les incitent à faire, quel que soit le pays. Donc, dans un pays où, de toute évidence, les médias poussent à la panique, les gens paniquent. Dans un pays où il n'y a pas ce genre de message, vous ne verrez pas de panique. Et puis, j'ai vécu une scène, au bout d'une semaine, même 10 jours sur place, une scène un peu spéciale qui m'a amené à reconsidérer cette question. C'est que tout bêtement, je suis allé à l'opéra. Alors, pour être plus exact, je suis allé 2 fois à l'opéra. J'y étais déjà allé une fois pour voir une représentation de Carmen. Carmen, l'opéra le plus joué au monde. Hein. Donc évidemment, là, c'était un public assez... c'était grand public. Hein. Donc il y avait peut-être pas beaucoup de prolétaires, disons, dans la salle, mais disons que toutes les couches de la société urbaine étaient probablement représentées. Et puis, une semaine plus tard, j'y suis retourné. Et là, j'ai assisté à quelque chose un spectacle peut-être un peu plus élitiste artistiquement, un ballet, ce qui expliquait peut-être une composition différente du public, je ne sais pas. En tout cas, c'était aussi presque salle comble, et avec la même proportion de port de masque, qui est générale en Biélorussie, c'est-à-dire à peu près 3% des gens, qui donc le portent facultativement, qui ont le droit de le porter, mais pas l'obligation. Et là, tout s'est déroulé comme au cours de la première représentation, une semaine plus tôt. Sauf qu'à la fin, un des chanteurs, au moment des saluts au public sur scène, a fait un geste qui visiblement, bon moi j'étais pas au courant, mais un geste qui visiblement identifie les contestataires, les opposants, les gens qui manifestent, etc. Et ça lui a valu... Donc un geste de soutien aux manifestations contre le président Loukachenko. Voilà. Et ce geste, donc, sur scène, au moment des saluts, lui a valu une salve d'applaudissements supplémentaires. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce public, encore une fois assez nombreux, qui m'entourait dans la salle de l'Opéra d'État de Minsk, était au moins majoritairement acquis, disons, à l'opposition, à la contestation, ce qui n'est pas très surprenant d'ailleurs, puisque Minsk, la capitale, en gros, est plutôt contre le gouvernement. Et alors là, en ressortant de là, je me suis mis à gamberger et je me suis dit, mais donc ces gens, pour la plupart, sont des opposants, sont contre le gouvernement, donc on peut partir du principe qu'ils n'accordent pas une confiance illimitée, on va dire, aux médias officiels de leur pays. Et donc c'est visiblement l'explication que j'avais précédemment en tête ne suffit pas, parce que de toute évidence, même les gens qui, a priori, ne feraient pas confiance aux médias biélorusses, ne vivent pas non plus dans cette peur du Covid. Non, donc les gens n'ont pas peur, ne portent pas les masques. D'ailleurs, il me semble qu'au mois de mai, d'ailleurs, le président Loukachenko avait organisé les cérémonies de la victoire soviétique, ce que Poutine n'avait pas fait. En Russie, c'était reporté pour cause de mesures anti-Covid. Est-ce que ce qu'on qualifie facilement à Paris de régime autoritaire en Biélorussie, est-ce que le gouvernement biélorusse ne cache pas les morts du Covid ? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences dont on n'a pas eu vent du fait de cette politique anti-masque ou anti-mesures sanitaires radicales comme il y a en Occident ?
Alors ça, par définition, je ne peux pas le savoir, étant donné que il faudrait pratiquement être un détective ou au moins faire un travail de journalisme d'investigation poussé, ce qu'encore une fois, je n'ai pas fait, puisque j'ai vécu 3 semaines en Biélorussie. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur ce Zoom un peu particulier, tourné aujourd'hui à Budapest, en Hongrie. Nous retrouvons aujourd'hui Modeste Schwartz, que certains téléspectateurs de TV Liberté connaissent déjà, en tout cas que les lecteurs du Visegrad Post connaissent très bien. Modeste Schwartz est journaliste à ses heures perdues, mais il a été récemment en Biélorussie, pas en tant que journaliste, en tant que simple touriste, mais ce qu'il a vu là-bas, ce dont il a fait l'expérience, vaut la peine d'être raconté. Nous allons voir ça tout de suite avec lui. Modeste Schwartz, bonjour. Bonjour. Donc là, on se retrouve après une petite quarantaine, suite à votre retour de Biélorussie. De 10 jours, oui. Voilà, donc... Alors, vous n'étiez pas en Biélorussie en tant que journaliste ? Non, pour être parfaitement précis, j'avais envisagé, eu égard à la situation politique, etc., d'y faire un travail journalistique. Finalement, les tentatives de prise de contact avec l'administration biélorusse n'ont rien donné. En partie par ma faute, je pense, parce que les emails adressés l'étaient en anglais. Visiblement, ça ne fonctionne pas toujours, il vaut mieux écrire en russe. Et puis aussi probablement parce qu'ayant une actualité de politique interne assez chargée, ils n'ont pas forcément le temps de répondre à toutes les sollicitations, notamment quand elles ne viennent pas de journalistes très prestigieux ou de médias étrangers, disons mainstream. Le temps ou l'envie, donc. Voilà. Bon, et alors, pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté? Qu'est-ce que vous avez vu de si particulier en Biélorussie? Parce qu'on entend beaucoup parler, évidemment, des manifestations, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose qui est intéressant aujourd'hui. Voilà, alors moi, donc, comme je viens de le dire, je n'y suis pas allé en tant que journaliste. Je profitais de l'exemption de visa de 30 jours dont peut jouir n'importe quel citoyen de la zone Schengen à son arrivée en Biélorussie, donc sans démarche préalable. Simplement, on arrive à l'aéroport. Il faut contracter une assurance médicale pour le temps de son séjour. Moi, ça m'a coûté, je crois, 20 € pour 30 jours, même si finalement, j'y ai passé que 3 semaines. Ensuite, j'ai passé 3 semaines en Biélorussie, principalement dans la capitale Minsk, mais j'ai aussi un peu visité d'autres villes. Je savais que c'était un pays où, disons, l'hystérie covidienne régnait moins qu'ailleurs. Et c'était une des raisons de mon voyage à titre personnel, parce que tout ça, évidemment, n'est pas agréable. Mais, ou que sais-je, bon, même si les clichés n'avaient pas pu être téléchargés sur Internet instantanément, oui, mais enfin, ils l'auraient été le lendemain, la semaine suivante, que sais-je. Donc, depuis 7 mois que dure ce que... même Deutsche Welle appelait encore... Grand journal de référence allemand. Voilà, appelait encore récemment l'irresponsabilité covidienne du gouvernement biélorusse. Je pense que tôt ou tard, ce genre de clichés, même de vidéos, aurait fini par filtrer. Or, regardez autour de vous, faites des recherches sur Internet, etc. Il n'y en a pas. Et justement, en plus, lorsqu'on regarde les chiffres officiels de chaque pays, lorsqu'on fait une comparaison pour les pays d'Europe centrale et orientale, donc notamment tout l'ancien bloc de l'Est, comme on l'appelait, la Biélorussie se glisse parfaitement dans la moyenne des morts, enfin ne dénote pas par rapport aux pays voisins. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il semblerait qu'il n'y ait pas de disparité avec ses voisins, quoi, je veux dire, par rapport aux effets du Covid. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on rapporte les chiffres officiels auxquels tout le monde a accès, pour peu qu'on les rapporte à la longévité dans les divers pays. Alors pourquoi la longévité? Parce que la longévité vous dit aussi généralement l'âge moyen. Or, quand on connaît l'âge moyen des victimes, comme on dit, du Covid, il est bien évident que vous aurez forcément plus de morts dans un pays comme la Suède, où l'espérance de vie moyenne est autour de 81 ans, comme en France, qu'en Biélorussie, où ils frisent difficilement les 70 ans. Donc voilà, la Biélorussie, de ce point de vue-là, évidemment, ne peut être fructueusement comparée qu'à des pays démographiquement comparables.
Par exemple, la Hongrie, qui a à peu près le même nombre d'habitants, sur un territoire d'ailleurs aussi d'une taille parfaitement semblable. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que ce sont à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire que... malgré des mesures différentes. Voilà. C'est-à-dire que pendant, je crois, le plus gros de l'été, la Biélorussie était juste un peu derrière la Hongrie au chapitre de la mortalité. Et puis là, maintenant, ils sont repassés juste derrière. Mais de toute façon, ça tourne autour de 1000 et non autour de 6000 comme en Suède. Mais encore une fois, il y a une différence d'espérance de vie d'au moins 8 ans, de 8 ans dans le cas de la Hongrie, mais même de 10 ou de 11 dans le cas de la Biélorussie, entre ces deux catégories de pays. Donc les comparaisons sont de toute évidence pas... C'est vrai que des pays, pour résumer, les pays à démographie similaire, Biélorussie, Hongrie par exemple, ont un bilan similaire, oui, malgré des mesures radicalement différentes. Tout à fait, et de ce point de vue-là, la comparaison Hongrie-Biélorussie a la même valeur que la comparaison France-Suède. C'est-à-dire, dans les deux cas, on a des pays démographiquement très semblables. Encore une fois, l'espérance de vie est la même en Suède qu'en France. Elle est un peu inférieure en Biélorussie qu'en Hongrie, mais ce n'est pas une différence énorme. Et dans les deux cas, les chiffres sont à peu près les mêmes. Et ce, indépendamment du fait que dans les deux cas, l'un des termes de la comparaison est un pays qui a pratiqué le confinement, alors certes pas aussi violemment en Hongrie qu'en France, mais qui l'a pratiqué. Et l'autre terme de la comparaison, c'est un pays, la Suède ou la Biélorussie, très différents par ailleurs l'un de l'autre, mais qui, eux, ne l'ont pas pratiqué. Et visiblement, ça ne crée pas de différence. En tout cas, donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur du virus, non. Il n'y a pas de tension entre les gens à cause du port du masque ou du non-port du masque. Non. Non. Et pardon, mais oui, une chose qui m'a frappé aussi, c'est que moi j'étais parti dans l'idée que voilà, Alexandre Loukachenko ne veut pas entendre parler du Covid, donc officiellement il n'y a pas de Covid en Biélorussie, etc. Ça n'est pas vrai non plus. Donc Alexandre Loukachenko lui-même, qui est connu de ce point de vue-là, il est un peu comme Trump, c'est quelqu'un qui aime bien faire des déclarations comme ça un peu provocantes à la presse. Oui, mais en réalité, il y a quand même de l'information, on va dire, sanitaire ou des incitations aux mesures d'hygiène dans la presse, dans les transports. Si vous prenez un train en Biélorussie, vous verrez, ce sont des trains très modernes, extrêmement modernes, avec des prises, du Wi-Fi partout, air conditionné, des trains comme on aimerait bien en avoir dans certaines régions françaises. Et notamment aussi des écrans de télévision qui diffusent 36 publicités ou mises en garde, que sais-je, dont des clips d'incitation à se laver les mains. Campagne de prévention sanitaire. Des campagnes de prévention sanitaire. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune information. Donc il n'y a pas de négation du virus, non. Mais il y a une volonté politique de gérer ça de façon similaire aux épidémies de virus standards, grippaux par exemple. De façon normale, la manière dont les États, jusqu'en 2020, je ne sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup, mais jusqu'en 2020, c'est ce que tout le monde faisait, c'est ce que la Suède et la Biélorussie ont continué à faire, et que le reste des États européens, pour des raisons qui m'échappent, ont cessé de faire. Je sais pas. Et bon, il y a quand même en Biélorussie, il y a quand même autre chose aussi, c'est donc toute cette série de manifestations depuis plus de 2 mois, depuis début août, depuis l'élection présidentielle. Donc pour récapituler, l'élection a eu lieu début août, le président sortant Alexandre Loukachenko est réélu avec un score aux alentours de 80%. Alors l'opposition et certains médias étrangers ont accusé d'avoir falsifié certains votes dans certains bureaux de vote, etc. Il y a des accusations de fraude. Malgré cela, toutes les études d'opinion montrent qu'il aurait, même si il n'y avait pas eu de fraude, qu'il aurait quand même gagné avec 60% des votes. Bref, tout ça n'est pas très clair pour l'instant. En tout cas, il y a une grande pression internationale sur Alexandre Loukachenko. Et il y a surtout ces séries de manifestations depuis 2 mois qui sont à peu près continues. Essentiellement à Minsk, pas seulement, dans d'autres villes du pays aussi, mais surtout à Minsk, la capitale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez vu un peu ces manifestations Alors, par hasard, oui. C'est-à-dire, encore une fois, je ne suis pas allé en Biélorussie pour faire du journalisme,
Mais j'étais à Minsk pendant le plus gros de mon séjour. Et par le plus grand des hasards, en fait, le premier week-end de mon séjour, je suis sorti dans le centre-ville, tout bêtement parce que je savais par Internet que c'était le week-end de l'anniversaire, alors je suis plus sûr, le 953e peut-être, ce serait à vérifier, de la fondation de la ville de Minsk. Alors je m'attendais à ce qu'il y ait des festivités, je ne sais pas, des danses folkloriques, un défilé, enfin bon. Et je me suis rendu donc dans le centre, le quartier là, des églises de la Trinité. Bon. Et là, ben, au lieu de trouver des festivités, enfin le genre de festivités auxquelles moi je m'attendais, je me suis retrouvé nez à nez avec une de ces manifestations, comme on les voit hein, dans les médias sur Internet, principalement féminines, principalement des jeunes urbains, même des jeunes urbaines. Voilà. Alors bon, comme ça m'intéressait à titre personnel pas beaucoup et qu'encore une fois je ne faisais pas de journalisme, ben, une fois que j'ai constaté ça, je suis reparti. Voilà. Et c'est assez drôle parce que juste après, donc, j'ai déjeuné dans un restaurant pas très loin du lieu donc, de ces manifestations. Et j'ai fait la connaissance d'une serveuse qui parlait assez bien anglais. Mon russe est franchement rudimentaire. Et je lui ai demandé, mais donc les festivités, l'anniversaire de la création de la ville, etc., c'est où finalement? J'aurais bien aimé. Ouais, et puis elle m'a dit, ah ben non, cette année c'est ça les festivités. Bon, voilà. Et donc effectivement, comment dire, vu de près, on se demande, d'ailleurs maintenant que ça dure depuis 2 mois, ça finit effectivement par ressembler un peu à une sorte de festival intermittent comme ça, parce que c'est toujours et uniquement le week-end. Hein. Bah, ça fait penser aux Gilets jaunes un peu, non? Oui, alors ils ont ça en commun avec les Gilets jaunes, c'est que ce sont de toute évidence des gens qui travaillent. Je pense notamment, je n'ai pas d'informations précises sur le sujet, mais à voir le profil sociologique, je pense probablement dans les multinationales qui se sont installées au cours des 5 dernières années à Minsk en assez grand nombre, d'ailleurs à la faveur d'un programme notamment d'ouverture, de facilité fiscale accordé par Alexandre Loukachenko. Donc probablement une bonne partie du personnel de ces multinationales, notamment des nouvelles technologies. Et puis probablement aussi un peu de cette bourgeoisie d'État ou bourgeoisie de parti qui curieusement s'en prend à son patron ou à son bienfaiteur. Enfin, donc en fait, c'est le seul point commun avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a une récurrence les samedis, oui, on va dire, oui. Mais en revanche, ce n'est pas vraiment les mêmes catégories sociales alors. Ah non, je pense que quand on sociologiquement, ça ressemblerait franchement plus au foulard rouge macroniste hein, qu'aux Gilets jaunes. Bah, il faut dire que comme Alexandre Loukachenko lui-même, on va dire dans son discours, fait franchement plus gilet jaune que foulard rouge, il est assez logique, bon, c'est un peu une situation inversée, quoi. Hein. Et donc, dans ces manifestations, parmi ces opposants, on voit qu'il y a quand même peut-être un peu plus de masques, non? Puisqu'on va parler tout à l'heure du port du masque. Oui, on voit des images où il semblerait quand même qu'on dépasse les 3% dont vous parliez. Alors oui, alors ça aussi, ça m'a frappé. C'est que, oui, il y a probablement plus, le port du masque est probablement, on va dire, plus à la mode dans ces manifestations que dans la population générale en Biélorussie. C'est pas très surprenant en soi, puisque les gens qui manifestent font principalement partie des catégories de la société qui considèrent que la Biélorussie ne ressemble pas suffisamment à l'Occident. Donc ce sont des gens a priori disposés à adopter n'importe quel usage culturel, vestimentaire, voilà, pour peu que ça vienne d'Occident. Et alors comme maintenant l'Occident est amoureux de ces masques, ils en mettent aussi. Mais si vous regardez bien, parce que vous n'avez pas besoin d'aller à Minsk pour ça, hein, vu la médiatisation tout à fait outrancière de ces manifestations depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, les écrans de télévision ou Internet en sont pleins. Et regardez bien ces images de manifestations. Alors, elles vous montrent certes plus de 3% de port du masque, mais je pense qu'en moyenne, on n'arrive pas à 20%. Et alors là, rétrospectivement, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, mais ça fait avant même que j'arrive en Biélorussie, ça faisait déjà des semaines qu'on nous montrait ces manifestations. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de thématisation qu'ont les médias. C'est-à-dire qu'on peut vous montrer exactement les mêmes images, mais en fonction du commentaire qui les accompagne, eh ben, la plupart des gens ne verront pas la même chose ou verront très exactement ce que ce commentaire les appelle à voir.
Donc si le commentaire c'est encore 100 000 personnes manifestant contre Alexandre Loukachenko à Minsk, etc., vous allez voir, ah oui, ils sont très nombreux. Simplement, on pourrait aussi les commenter en disant encore 100 000 personnes, dont seulement 20% masquées, les unes au coude à coude avec les autres dans la rue, et ce depuis maintenant bientôt 2 mois, chaque week-end à Minsk. Et j'ai envie de demander, mais où sont les piles de cadavres ? Ça fait penser un peu aux manifestations BLM, Black Lives Matter, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, on en a vu en France aussi, au mois de juin essentiellement, lorsqu'il y a eu, on va dire, le déconfinement partout en Occident. Et là, pareil, c'était très étrange parce qu'au même moment, il y avait en parallèle des manifestations de gilets jaunes ou d'autres manifestations d'ailleurs, notamment par exemple de souverainistes français ou autres, où la police est intervenue extrêmement fermement pour dire que pour raisons sanitaires, c'était pas possible de se rassembler à plus de 10 personnes, au même moment où, Place de la République par exemple, il y avait 10 000 personnes, évidemment complètement en contradiction avec toutes les mesures sanitaires qu'on était censé suivre. Oui, et à Minsk 100 000. Et à Minsk 100 000. Voilà. Et ça dure, et il faut le préciser, ça dure depuis 2 mois. Donc à croire tout ce qu'on nous raconte sur les temps de latence, d'infection, etc., depuis 2 mois que ça dure, on devrait déjà commencer à avoir d'assez sérieuses conséquences sanitaires, et même probablement suffisamment sérieuses pour mettre un terme à ces manifestations, ne serait-ce que par la peur que ça devrait susciter chez les manifestants eux-mêmes. Bon, de toute évidence, ce n'est pas le cas. De toute évidence, ils ne meurent pas plus de leur manifestation anti-Loukachenko que on va dire, les bons citoyens et les soldats biélorusses n'étaient morts de la célébration des fêtes de la victoire en mai. Et là, j'ai envie de demander à Olivier Véran et autres, mais qu'est-ce qui se passe en Biélorussie ? Enfin, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça se fait. Ils ont un patrimoine génétique tellement différent que ça d'une autre, ou je sais pas, ça ressemble quand même. Ou il y a une faille dans la narration. Ou alors il y a une faille dans la narration. Voilà. D'accord. Bon, l'avenir nous le dira en tout cas, parce qu'il est quand même un peu prématuré de tirer des conclusions sur les chiffres de l'année 2020 en tout cas. Oui, enfin ça fait quand même 7 mois. Mais ça fait 7 mois, il y a des chiffres officiels que tout le monde peut consulter et qui en effet posent un certain nombre de questions. Eh bien, Modeste Schwartz, merci pour ce compte-rendu de voyage et ces réflexions sur la Biélorussie, pays méconnu, en particulier du public français. Oui, et d'ailleurs, je vous invitez donc à découvrir. D'ailleurs, j'incite tous ceux qui voudraient pouvoir regoûter l'espace d'une semaine ou 2 ou 3 ou de 30 jours, au maximum à s'y rendre. Encore une fois, c'est très facile. Le passage de la frontière biélorusse à l'aéroport de Minsk m'a pris en tout et pour tout 10 minutes. Le niveau de vie, la qualité de vie est tout à fait appréciable, à des prix, encore une fois, qu'on a du mal à imaginer en France. Les gens sont très gentils, très respectueux, très serviables. C'est pas du tout l'image qu'on se fait généralement d'un pays post-soviétique. Par certains aspects, ça fait plutôt scandinave ou suisse. Ça fait partie de ces pays où les gens attendent au feu rouge, même quand il n'y a aucune voiture en vue à des kilomètres. C'est un pays très policé. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien exclusif pour TV Liberté. Merci à vous.